Les invités du Cercle Pierre d'Or, l'excellence immobilière. Ces professionnels construisent l'immobilier d'aujourd'hui et de demain. Rencontre avec des femmes et des hommes remarquables. Bonjour et bienvenue, vous êtes sur imoweek.fr et sur toutes les plateformes de podcast pour ce nouvel épisode du Cercle des Pierres d'Or qui a le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Aymeric Sevestre. Bonjour. Bonjour Eric, merci de me recevoir. Merci, c'est un plaisir de vous avoir, c'est la première fois que vous intervenez dans cette émission, donc on est ravis de vous avoir. Vous êtes Head of Capital Markets France chez Cushman & Wakefield. Si vous devez résumer Aymeric, en quelques mots, le premier semestre 2025 des capital markets en France, quel est le fait marquant à retenir ? Je pense que le principal fait marquant, c'est l'augmentation des volumes transactés. Premier semestre 2025, on a à peu près 9 milliards d'actifs transactés sur le marché. Ça fait une augmentation d'environ 15%, on était à 7,8 milliards l'année dernière. Donc ça, c'est quand même une tendance de fond qui est positive et qu'on a tous constaté sur ce premier semestre. Ça, c'est probablement le principal fait marquant. Si on rentre un petit peu plus dans le détail de ce fait marquant, c'est que la bonne nouvelle également, c'est que toutes les classes d'actifs sont en croissance avec des volumes qui sont en augmentation sur le premier semestre. Alors vos équipes justement couvrent l'ensemble des segments, bureaux, commerce, logistique, résidentiel, santé, hôtellerie, dont on parle beaucoup. Ouais. Avant d'entrer peut-être dans le détail, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les marchés qui tirent aujourd'hui leur épingle du jeu et lesquels sont plutôt en retrait? Oui, alors avec plaisir. On a le sentiment quand même chez Cushman qu'aujourd'hui, tous les marchés tirent leur épingle du jeu. Je m'explique. Même le bureau. Même le bureau et encore plus le bureau. En effet, quand on regarde l'ensemble de ces classes d'actifs, et si on s'arrête un peu sur le bureau, au premier semestre 2025, les volumes transactés en bureau sont environ de 2,5 milliards versus 1,7 milliard l'année dernière, donc dans une augmentation en fait, assez nette et sensible en bureau d'environ 37%. Donc ça, c'est quand même un indicateur extrêmement positif. C'est le cas également pour les autres classes d'actifs. Si je m'arrête un peu sur le résidentiel ou living au sens global, c'est pareil, on est à 1,9 milliard sur le premier semestre en augmentation d'environ 11%. La logistique, c'est plus 15%. Et la classe d'actifs qui connaît la plus forte croissance, c'est le retail avec une augmentation de 50% sur le premier semestre. Le petit bémol, c'est l'hospitality, où en effet, on a un premier semestre qui est inférieur au premier semestre 2024, environ 25%. Ça s'explique assez facilement parce que il y a eu 3 grandes transactions réalisées au premier semestre 2024, en fait, qui ont poussé les volumes d'investissement. Mais ce genre de transactions, on va les voir au deuxième semestre en hospitality. Voilà. D'accord. Donc, toutes les classes d'actifs aujourd'hui sont en phase de croissance. Et ça, c'est important. L'hospitality, c'est vrai que c'est quelque chose qui se développe, qui est tendance aujourd'hui. C'est peut-être pour ça, c'est encore un peu en retrait, c'est parce qu'on n'est pas... Non, c'est qu'en fait, on est sur un volume global d'environ 2,5 milliards par an, entre 2 et 3 milliards. Donc, ça reste assez sensible aux grandes transactions. Donc, dès que vous avez 2 ou 3 grandes transactions, ça vient gonfler le volume d'un investissement sur 1 ou 2 trimestres. Donc, c'est pour ça qu'on peut avoir ces variations. Mais aujourd'hui, c'est une classe qui est pérenne, mature, stable et qui est recherchée par l'ensemble des investisseurs. Alors vous le disiez, 1 milliard d'euros investis au premier semestre sur le marché résidentiel, porté notamment par le résidentiel existant, bien sûr, par les résidences étudiantes, on en parlera peut-être aussi dans un instant. Est-ce qu'on peut parler d'un vrai redémarrage du marché résidentiel aujourd'hui ? Oui, en tout cas, on aime à le croire chez Cushman. En effet, on a le résidentiel existant, sur le premier semestre, un peu plus d'1 milliard, donc c'est là aussi un marché qui est en croissance. Et puis on a également le géré. Et le géré, on a une excellente performance en fait des résidences étudiantes, on va rentrer dans le détail après je pense, avec à peu près 700 millions d'euros transactés. Alors oui, à la faveur d'une grande opération qui a été réalisée par Gecina qui a cédé son portefeuille à Nuveen, pour un peu plus de 600 millions d'euros, mais quand bien même, on a un engouement, et ça on le constate tous les jours auprès des investisseurs, pour la classe d'actifs résidence étudiante. Alors justement, ces résidences étudiantes, l'actif refuge du semestre, si on vous écoute bien, une part record des investissements. Comment vous l'expliquez cet engouement ? Est-ce qu'il va s'inscrire dans la durée ? On sait qu'il y a une pénurie aussi aujourd'hui de logements étudiants. Exactement. Je crois que je vais commencer par vous donner des chiffres. Oui. Pour que ce soit très clair. Aujourd'hui, on a 3 millions d'étudiants en France. Entre 2016 et 2024,
on a une croissance de plus 15% de nombre d'étudiants. Et c'est une croissance qui est pérenne année après année. On a également une croissance du nombre d'étudiants étrangers qui viennent faire leurs études universitaires en France, ce qui est, je trouve, d'une part assez rassurant. Donc on a une qualité d'enseignement qui est recherchée en fait par des étudiants internationaux. Donc ça, c'est quand même, je pense, un point positif. On dit assez rarement, donc je pense que c'est bien de le dire. Vous avez raison. Aujourd'hui, quand on fait le calcul des logements étudiants qui sont disponibles sur le marché, on a à peu près 385 000. Ce qui veut dire qu'on est clairement en pénurie aujourd'hui de logements pour nos étudiants. Un étudiant, comment il peut faire aujourd'hui quand il veut se loger et qu'il doit quitter le foyer parental? C'est soit dans le parc privé, donc dans le résidentiel existant. Je pense que tout le monde regarde un peu la presse ou lit la presse. Aujourd'hui, on sait que sur des appartements parisiens, des studios, on peut avoir plusieurs centaines de dossiers de candidature pour un appartement. Même plus, oui. Même plus, oui, même parler de milliers. Donc, ça veut dire que la probabilité de l'avoir est quand même extrêmement faible. Vous avez possibilité d'avoir accès à un logement étudiant public, le Crous, mais c'est sur déclaration de ressources et donc sur bourse, donc ça ne concerne pas tout le monde. Et donc en fait, la troisième option aujourd'hui qui permet aux étudiants de se loger, c'est la résidence étudiante. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça s'inscrit dans la durée. On est vraiment dans un marché pénurique et il va falloir qu'on puisse augmenter sensiblement le développement et la construction de résidences étudiantes pour qu'on puisse, en fait, assez simplement, loger décemment nos étudiants aujourd'hui. Oui, puis ça empêche le turnover en plus. D'une année sur l'autre, les étudiants gardent l'appartement et même au-delà de leurs études. C'est un véritable enjeu sociétal. On a besoin de pouvoir loger nos étudiants. Si les étudiants étrangers en fait, n'ont pas de quoi se loger demain en France, ils n'iront pas faire leurs études en France. Donc c'est dans l'intérêt également de notre marché de pouvoir développer plus de résidences étudiantes. Et donc oui, la conclusion, c'est que c'est un besoin pérenne et qui va même s'accentuer dans les prochaines années. Donc un vrai marché, celui de la résidence étudiante à développer, évidemment, vous nous le disiez, Aymeric. À l'inverse, si on regarde le segment des résidences seniors, il reste à tonne avec seulement 17 millions d'euros investis. Alors, est-ce que c'est un simple trou d'air ou est-ce que c'est une tendance plus structurelle? Alors j'ai envie de dire que c'est un peu les deux. Je vais m'expliquer bien sûr. Oui. La résidence senior, on a des interrogations sur le modèle d'exploitation aujourd'hui. Je m'explique. On a pour certaines, pas pour toutes, il ne faut pas en faire une généralité, des problèmes de remplissage, des délais de remplissage qui s'allongent, des coûts d'exploitation qui augmentent. Et donc il y a des interrogations naturelles de la part des investisseurs sur cette classe d'actifs qui présentent un risque en termes de pérennité de rendement, tout simplement. Maintenant, ça répond là aussi à un besoin, et c'est un besoin sociétal. Alors, peut-être moins fort que la résidence étudiante, peut-être moins fort que les EHPAD, maisons de retraite, puisqu'on a une population qui vieillit, il ne faut pas l'oublier, donc il faudra également pouvoir en prendre soin. La résidence senior, on est un peu entre les deux. Et donc, ça va répondre à une certaine catégorie de la population qui ne souhaite plus rester dans son domicile, mais qui est encore indépendante et qui souhaite, grâce à la résidence senior, aussi retrouver l'interaction sociale. C'est important. C'est ce qu'offrent les résidences seniors. Et donc, c'est vertueux et c'est une vertu. On a probablement aujourd'hui un déséquilibre dans le modèle d'exploitation qui impacte le souhait des investisseurs de se pencher plus à fond sur cette classe d'actifs. Je ne suis pas très inquiet. Je pense que ça va se réguler et qu'en effet, on va revenir à des volumes un peu plus importants sur le second semestre sur la résidence senior. Puis comme vous l'avez dit, il y a de la demande et puis il y a les boomers dont on parle beaucoup en ce moment depuis quelques semaines dans l'actualité et qui sont nombreux effectivement à prendre de l'âge, à vieillir. Potentiellement éligibles et une clientèle pour ces résidences seniors demain. Donc en fait, il faut juste repenser un petit peu le modèle. Les bureaux, vous nous l'avez dit, finalement, ça reste une classe d'actifs qui continue à fonctionner. On peut parler de recomposition, d'évolution du bureau aujourd'hui? Alors, déjà, à titre personnel, je suis très content. Moi, ça fait 25 ans que je fais du bureau. Je suis un spécialiste du bureau à la fois en leasing et en investissement. Je suis très content de voir Vous avez eu peur à un moment quand même? Non, j'ai pas eu peur parce que ça reste la classe d'actifs prédominante en France et que ça le sera probablement dans les prochaines années. Après, en effet, on a trop construit. Je pense que ça a déjà été dit plusieurs fois par d'autres professionnels. Donc on a en effet des secteurs sur lesquels on a une obsolescence de ces actifs de bureau et qu'on doit probablement transformer pour répondre à notre besoin, résidence étudiante, RSS, etc., etc. Et donc ça, c'est déjà
enclenché, j'ai envie de dire. Le problème, c'est que cette transformation de bureau, en théorie, elle est très simple, en pratique, elle est extrêmement compliquée parce qu'on a pas mal de contraintes diverses et variées qui rendent cette transformation extrêmement compliquée. Après, le bureau, aujourd'hui, on le voit bien, on a ce regain d'intérêt de la part des investisseurs, essentiellement aujourd'hui dans Paris intramuros ou sur les grandes métropoles régionales qui proposent une certaine stabilité du marché locatif. C'est ça qui est important. Sur les marchés périphériques, et si je prends le marché d'Île-de-France, première et deuxième couronne, on commence à voir des opérations en dehors de Paris, et c'est une tendance qui est en train de se confirmer au second semestre. Dernier élément sur le bureau, le télétravail a fait souffrir la consommation de mètres carrés de bureau. C'est ça. Et a impacté la consommation de mètres carrés de bureau. Je pense qu'on a tous vu qu'on était en train de, pas faire machine arrière, mais de repenser le télétravail aujourd'hui au sein des grandes entreprises. C'est le cas aux États-Unis, ça commence à être le cas en France. Le premier exemple, c'est la Société Générale qui l'a annoncé il n'y a pas très longtemps. Et donc la conséquence de tout ça, c'est que si on fait revenir l'ensemble des salariés au bureau, il va falloir prendre plus de mètres carrés. Et donc ça va avoir probablement une incidence positive sur notre marché, d'abord sur le marché locatif et après sur le marché d'investissement. C'est passionnant, on vous écoute avec beaucoup de passion, Aymeric, c'est très précis, le temps passe vite. Alors rapidement, peut-être un mot sur la logistique dont on parle beaucoup, et le retail, vous l'avez dit, le retail, ça fonctionne aujourd'hui. Alors le retail, en effet, très bon résultat sur le premier semestre. Attention à la faveur d'un gros deal ou de deux grosses opérations, Kering, portefeuille Kering acheté par Ardian pour 800 millions d'euros et une partie du Forum des Halles par la CDC. Oui. Le deuxième trimestre était beaucoup plus calme, 400 millions d'euros transactés. Néanmoins, ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, la classe d'actifs retail est vraiment sur le haut de la pile pour les investisseurs. La plupart souhaitent réinvestir en fait en retail. Et je veux dire, à la fois sur les centres commerciaux, mais malheureusement, il n'y a pas grand-chose à vendre. Tous sur le retail park. Il y a un énorme engouement sur le retail park. Donc là aussi, le problème, c'est qu'on n'a pas grand-chose à vendre. Et on voit également de nouveau des opérations qui sont en cours sur le high street parisien qui vont se concrétiser d'ici les prochaines semaines, les prochains mois et qui vont venir alimenter les volumes en retail qu'on estime grosso modo à peu près 3 milliards d'ici la fin de l'année. Avant de parler de vos objectifs et de vos perspectives, pour terminer, un mot peut-être sur les investisseurs étrangers qui sont nombreux à venir aujourd'hui en France. Ils ont toujours été nombreux, et je pense que ça c'est extrêmement important. Ils sont toujours là. Ils sont toujours là, et je pense que quand on est un investisseur international, quand on regarde l'ensemble des marchés dans le monde, on se doit d'être investi en France. La France, c'est le deuxième marché de l'Union européenne après l'Allemagne, c'est le troisième marché si on prend l'Europe géographique avec le UK. C'est un marché extrêmement mature et extrêmement solide qui est apprécié par l'ensemble des investisseurs. Donc oui, il y a encore, et on le voit et on le constate de plus en plus, même des nouveaux entrants qui viennent, notamment sur la logistique, qui souhaitent investir sur le marché français. Pour terminer, donc les perspectives de Cushman & Wakefield à la court terme, on va dire 2025, 26, fin 2025-2026. Alors, les perspectives, elles sont plutôt bonnes. Ouais. On a quelques événements, vous le savez bien, la semaine prochaine ou dans les prochaines semaines politiques qui pourraient malheureusement nuancer mes propos. Mais oui, la tendance de reprise était là. On a sur le marché beaucoup de marketing. Je prends le bureau par exemple pour à peu près 4 milliards d'euros de marketing encore sur le marché. Donc c'est extrêmement important, avec des très belles transactions, des grandes transactions. Vous avez la vente de Paris Trocadéro à Blackstone, plus de 700 millions d'euros, et vous en avez d'autres qui sont en préparation. Donc on était sur un élan positif sur l'ensemble des classes d'actifs. Donc je suis quelqu'un d'assez optimiste, donc je vais rester confiant sur la reprise de notre marché de manière pérenne sur la fin de 2025 avec une nette accélération en 2026. À suivre, donc, et on croise les doigts, on touche du bois, comme on dit, et puis on reste Exactement. optimiste avec vous. Merci de votre analyse, merci d'avoir apporté votre expertise aujourd'hui sur les capital markets et votre rôle bien évidemment précis chez Cushman & Wakefield. Merci beaucoup Aymeric. On vous recevra à nouveau avec plaisir quand vous voulez, vous êtes le bienvenu. Je viendrai avec grand plaisir. Au Merci micro encore. de Imo Week. Merci à vous aussi d'avoir suivi cet épisode que vous retrouvez sur toutes les plateformes de podcast et bien sûr sur le site imoweek.fr. Merci à vous.